Et tu sais très bien, à cette époque, c'est le Bitcoin est pourri, il y a beaucoup de problèmes. Du coup, on va sortir donc cette crypto-monnaie qui va changer le monde. Donc, on va refaire la même chose. Et moi, étant tout vraiment greedy, je vais faire le all-in, comme je t'ai dit. Je vais faire le all-in. Je vais all-in. Je prends presque tout. Vu que le marché est en Ethereum, je vais donc revendre ça contre les Ethereum. On parle d'environ 800 quelque chose d'Ethereum à l'époque. Je revends ça contre les Ethereum et j'achète donc toute la nouvelle crypto-monnaie pour aller placer sur le marché de Bitcoin. En attendant, vendre juste à 1 Satoshi et que ça me fasse peut-être 1 fois 40 et je passe à 40 Bitcoin. Donc, ça c'était dans mes rêves, tu vois. Ça c'était dans mes rêves. Ce n'est jamais arrivé et cette crypto-monnaie aujourd'hui est tout simplement une preuve de mon erreur dans mon portefeuille. Et que je voyais qu'avec MoneyGram, il y a parfois 10%, 5% sur 5% de frais. Je me dis, c'est quand même trop. Comment on peut faire? Comment on peut faire pour réduire cela? C'est là où je vais commencer mon premier business du côté de la Chine, et donc la remittance. Donc, je vais mettre les personnes en contact pour essayer effectivement de faire les transferts d'argent sans déplacement de fonds. Donc voilà comment je fais la première remittance. Donc quand je vois les crypto-monnaies, je me dis, tiens, voici ce que je veux, un système de transaction de pair-to-pair, de particulier en particulier. Et c'est ça qui m'a vraiment poussé encore à découvrir cet écosystème crypto-monnaie. Il y a des plateformes d'arnaque dans tous les domaines. Le fait que vous soyez dans l'écosystème crypto-monnaie et que vous voyez les arnaques dans la crypto-monnaie, ça ne voulait pas dire que les arnaques n'existent que dans la crypto-monnaie. Vous voyez les arnaques dans la crypto-monnaie simplement parce que c'est là où votre focus est, c'est là où vous suivez les actualités, c'est là où vous recevez donc les informations. Mais si vous allez dans d'autres secteurs, il y a aussi des arnaques. Quand je vais un peu dans le e-commerce, c'est grave, avec les produits qui ne sont pas délivrés, avec les fausses plateformes où tu payes, on ne t'envoie jamais le produit. Donc, il y a toujours des arnaques, peu importe le moyen qu'on va utiliser. Et cette fois-ci, c'était juste la crypto-monnaie. Et dès que j'ai compris ça, j'ai donc décidé d'apprendre et de voir ce qui se cache derrière ce qu'on a voulu utiliser pour m'arnaquer. Et c'est comme ça que je suis encore là aujourd'hui, en fait. Et je ne sais pas pourquoi les gens n'en parlent pas beaucoup. Du côté de Dubaï, par exemple, on a plein d'influenceurs qui sont payés par des compagnies de trading. Ils sont payés par ces compagnies pour pouvoir vanter leurs produits, amener les clients, pour que les clients déposent de l'argent chez eux. Mais ces personnes-là, pour qu'ils soient crédibles, qu'est-ce qu'on fait? On va les payer des voyages par-ci, faire des luxes par-là, ainsi de suite. Et parfois, c'est que ces personnes-là, ces influenceurs-là cachent. Ce n'est même pas le business du trading, mais c'est en réalité du blanchiment d'argent. C'est du blanchiment d'argent. Donc, leur revenu ne vient pas des crypto-monnaies, mais leur revenu vient plutôt d'une activité illégale et qui vont essayer de mettre la crypto-monnaie en avant-plan comme le moyen légal de se faire de l'argent. Alors qu'en réalité, ce sont des personnes qui sont en train de blanchir de l'argent. Donc, bonjour Elvis, comment ça va? Bonjour Elodie, ça va bien, merci. Et toi, comment ça va? Oui, ça va très bien. Je suis très contente de t'avoir dans l'émission aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas échangé, donc c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Ah, le plaisir partagé, c'est un énorme plaisir pour moi d'être enfin dans ton Ouais. podcast. Tu as une série de podcasts que j'aime bien et ça me fait tout un honneur d'être effectivement là. Ah, super. En tout cas, merci beaucoup. Donc, la tradition dans l'émission, c'est de donner la parole à l'invité pour qu'il nous raconte son histoire. Donc, comment tu rentres en contact avec cet objet curieux qui est Bitcoin et la blockchain par ricochet, et comment tu arrives jusqu'à faire un PhD en smart contract. Raconte-nous tout. Mon parcours, c'est un peu plus du vrai, pour être honnête. Je n'arrive pas dans l'écosystème crypto-monnaie grâce aux crypto-monnaies elles-mêmes. J'arrive dans les crypto-monnaies autour de 2016 quand une amie avec laquelle on a fait licence ensemble, une camarade de classe qui était à l'école normale, elle me dit, Elvis, il y a un projet et je pense que c'est un bon investissement pour toi. Et donc, à l'époque, on était en 2016, à l'euphorie des crypto-monnaies, des plateformes qui vont détrôner le Bitcoin. Et tu sais très bien, à cette époque, le Bitcoin est pourri, il y a beaucoup de problèmes. Du coup, on va sortir donc cette crypto-monnaie qui va changer le monde. Et donc, là, c'était une plateforme où ils avaient pour idée de créer une monnaie qui allait faire ce qu'on voit aujourd'hui dans l'écosystème comme les Hondo, où ils avaient effectivement une bonne vision de vendre plutôt les données pour pouvoir alimenter la blockchain. Donc, l'idée derrière était quelque chose d'assez intéressant. Et donc, comme étant des pionniers, ils demandaient de prendre des packs d'investissement où on va tout simplement pouvoir être les premiers
à pouvoir les vendre quand il y aura effectivement, quand ce sera ouvert au grand public, quoi. Donc, nous achetons, j'entre dans la plateforme comme ça. À l'époque, j'étais en Chine à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, vu que j'ai un peu d'argent, je peux donc sacrifier ce petit montant. Je parle bien, c'était 900 ou 1000 euros comme ça, pour pouvoir acheter un pack. Et c'est ce que je fais. On achète le pack. Au début, ça se passe bien. Mais on se rend très vite compte que pour pouvoir se faire de l'argent, il faut parrainer. Il faut le parrainage. Et moi, je n'ai pas le temps pour le parrainage. Comme je n'ai pas le temps pour le parrainage, moi, j'attends simplement le moment où ce sera ouvert pour que je puisse vendre mon pack et voilà. Ah, tu connais l'histoire. Donc, après un bon moment, on n'a plus pu avoir accès à la plateforme. Et donc, c'est comme ça qu'à un moment donné, ils ont fait une collaboration avec une autre plateforme qui nous a donné un certain token qui nous a maintenant orienté sur le marché un peu comme à la Lièvre Limal. Donc, ils nous ont envoyé sur le marché pour pouvoir vendre ces tokens. Et c'est comme ça que j'arrivais sur la plateforme CoinExchange à l'époque. J'arrive donc sur CoinExchange, je vois, ah, ça c'est un monde fou. Il y a tellement de crypto-monnaies par ici. Et donc la crypto-monnaie qu'on m'a donnée en réalité, je n'ai même pas pu la vendre parce qu'il n'y avait pas de marché pour cette crypto-monnaie-là. Et donc, ma rencontre avec le Bitcoin, c'est quand j'arrive sur la plateforme, je vois les opportunités d'arbitrage. À l'époque, les opportunités d'arbitrage étaient très, très juteuses. Juteuses parce que le marché Ethereum et le marché Bitcoin étaient des marchés qui n'étaient pas toujours synchronisés. Donc, tu pouvais acheter quelque chose sur le marché Ethereum et tu vas revendre sur le marché Bitcoin et tu te fais un profit quand même colossal. On parle de 20, 30, 40% sur des achats, sur certaines paires, bien évidemment. Donc, je vais voir donc une crypto-monnaie qui n'a pas de marché sur le Bitcoin. Ce n'est même pas un Satoshi sur Bitcoin. Et cette crypto-monnaie est à peine à quelques way sur Ethereum. Je vais donc placer mon ordre sur Ethereum, j'achète un Ethereum, en sachant que si je vends directement un seul Satoshi sur le marché Bitcoin, ça va faire minimum fois 40 fois 50. Minimum. Ah ouais. En vendant simplement à un seul Satoshi. J'ai dit, OK, ça c'est une opportunité juteuse. Je le fais avec une crypto-monnaie et ça marche. J'arrivais sur le marché ce jour, cette crypto-monnaie est passée à 10 Satoshi. Heureusement que j'étais, elle est passée même à 20 Satoshi. Heureusement que j'étais là sur le marché. À 20 Satoshi, je vois ça descendre, et je revends mes crypto-monnaies à presque 10 Satoshi. Donc, j'ai fait fois presque 250 environ. Ah ouais. Oui, Énorme. presque 250. Et c'est comme ça que la valeur de mon portefeuille à ce moment-là arrive à 1,26 Bitcoin. Et tu te souviens, à cette époque, c'était au moment du premier pic, en fait, du plus grand pic de Bitcoin à ce moment-là, qu'on avait touché les 20 000 dollars. Donc, 1,26 Bitcoin, c'était vraiment beaucoup. Moi, j'étais pas active dans ce marché-là, mais en tout cas, en regardant le cours, j'imagine ce que ça devait être à ce moment-là. Effectivement, à ce moment, c'était beaucoup d'argent. C'était beaucoup d'argent. Et donc, nous n'ayant pas, moi particulièrement, n'ayant pas la notion d'investissement, la notion de finance et tout, j'ai commencé à rêver, comme bien des novices aujourd'hui qui arrivent dans l'écosystème crypto-monnaie et ils commencent à faire un petit x10 et ils sont tout joyeux, tout heureux. J'ai dit, OK, moi, ce que je veux faire, mon objectif, c'est d'atteindre 20 bitcoins pendant ce cycle. Et donc, ce que je fais, j'ai dit, OK, si je refais la même chose avec une autre crypto-monnaie que ça me fait x10, alors ben, c'est clair que c'est bon. Ouais, Je c'est suis bon. arrivé. Je vais donc parler à cet ami qui m'a parlé de cette. J'ai dit, OK, voici une opportunité. On peut essayer ensemble. On va donc prendre une autre crypto-monnaie. On va réessayer. Le marché en Bitcoin n'était pas encore disponible. Donc, on va refaire la même chose. Et moi, étant tout vraiment greedy, je Ouais, vais faire le all-in, comme je t'ai dit. Je vais faire le all-in. Je vais all-in. Je prends presque tout. Vu que le marché est en Ethereum, je vais donc revendre ça contre les Ethereum. On parle d'environ 800 quelque chose d'Ethereum à l'époque. Je revends ça contre les Ethereum et j'achète donc toute la nouvelle crypto-monnaie pour aller placer sur le marché de Bitcoin. En attendant, vendre juste à un Satoshi et que ça me fasse peut-être un fois 40,
et je passe à 40 bitcoins. Donc, ça, c'était dans mes rêves, tu vois. Ça, c'était dans mes rêves. Ce n'est jamais arrivé. Et cette crypto-monnaie aujourd'hui est tout simplement une preuve de mon erreur dans mon portefeuille. Et ce portefeuille, je ne l'utilise pas pour trader. Je l'utilise simplement comme un portefeuille qui me sert de leçon et qui me dit, voici l'erreur que j'ai faite en 2017. Et donc, voilà comment peu à peu, je fais les pas dans cet écosystème crypto-monnaie. Et donc, étant du côté de la Chine, je me dis, qu'est-ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que ça peut apporter à moi qui suis du côté de la Chine, qui avait déjà un problème avec les transactions du côté de la Chine pour le Cameroun? Quand des personnes venaient me voir et que je voyais qu'avec MoneyGram, il y a parfois 10%, 5% sur 5% de frais, je me dis, c'est quand même trop. Comment on peut faire? Comment on peut faire pour réduire cela? C'est là où je vais commencer mon premier business du côté de la Chine, qui est donc la remittance. Donc, je vais mettre les personnes en contact pour essayer effectivement de faire les transferts d'argent sans déplacement de fonds. Donc voilà comment je fais la première remittance. Donc quand je vois les crypto-monnaies, je me dis, tiens, voici ce que je veux, un système de transaction de pair-to-pair, de particulier en particulier. Et c'est ça qui m'a vraiment poussé encore à découvrir cet écosystème crypto-monnaie. Et c'est là où je tombe sur beaucoup d'arnaques, sur le discours du côté de l'Afrique qui est beaucoup plus penché sur devenir riche rapidement, c'est ce qui va sauver la misère et tout, et tout, et tout. Et je me dis, non, il faudrait que une personne qui a de l'expérience, qui a la connaissance, parce que je comprenais un peu l'aspect technique vu que je suis informaticien, j'ai compris un peu l'aspect technique. J'ai dit, OK, il faudrait que je crée ma chaîne YouTube pour pouvoir apporter un contenu dans le sens d'éduquer. Donc, l'éducation que j'ai manqué au début, il faudrait que j'apporte cette éducation à d'autres personnes pour qu'ils ne puissent pas tomber dans le même piège dans lequel moi je suis tombé. Tu vois, et c'est comme ça que j'ai ouvert ma chaîne et j'ai aidé pas mal de personnes. Et donc, j'arrive parce que j'ai fait mon master du côté de la Chine. J'ai travaillé pour une entreprise française du côté de la Chine qui fait partie du groupe Le Figaro. Et donc, à un moment donné, pendant la période du Covid, il y a eu des soucis avec l'entreprise qui a été obligée de fermer sa branche du côté de la Chine. Et je travaillais en remote du côté du Cameroun. Je me suis dit, il faut que je fasse un doctorat parce que ma passion, c'est de l'enseignement. Et comme j'ai l'enseignement comme passion et que je ne peux plus enseigner au secondaire, je me suis dit, la seule chose pour moi, c'est d'enseigner au supérieur. C'est le supérieur. Et pour enseigner au supérieur, il me faut un doctorat. Et donc, c'est là où je recherche les doctorats en ligne. Je dis, quel doctorat je vais faire? J'ai commencé un doctorat en intelligence artificielle que je n'ai pas aimé du tout. Donc, à un moment donné, j'ai abandonné parce que moi, c'était tellement naze. Et j'ai donc dit, OK, il faudrait que je fasse un autre doctorat. Je dois faire un doctorat en quoi? J'ai dit, OK, je connais déjà la blockchain. Est-ce que je peux trouver un doctorat en blockchain? Mais crois-moi, c'était difficile de trouver un doctorat en blockchain à cette époque-là dans le monde entier. Il y avait très peu d'universités qui proposaient des cursus de doctorat en blockchain. Et donc, fort heureusement, je tombe sur l'annonce du gouvernement italien qui lance une vague de doctorats uniquement en blockchain, peu importe les secteurs, que ce soit blockchain pour la finance, blockchain pour les personnes de droit, blockchain pour les personnes qui sont informaticiennes de base. Donc, ils ont lancé un programme comme ça. Il y a simplement 2 promotions et il n'y en a plus. Donc, 2 promotions et on a arrêté pour former cette vague de personnes qui vont avoir la connaissance dans le domaine de la blockchain. Et c'est là que j'ai postulé, j'ai été admis. Et voilà comment j'arrive du côté de l'Italie et bientôt je suis vers la fin en fait. Bah, c'est un super parcours. Par curiosité, est-ce que tu te rappelles du nom de cette fameuse crypto-monnaie Bien qui t'a fait tout sûr, perdre? bien sûr, bien sûr, c'est le XYOC. Le XYOC. Donc XYOC. Donc Je n'ai même jamais entendu parler de cette crypto-monnaie. voilà, exactement, exactement. C'était le site web est fermé depuis. Mm. Euh, bref, moi, je n'ai pas voulu rentrer dans tous les détails parce qu'il y a tellement des ICO, tellement des Ouais. arnaques dans lesquelles on est tombé, avec les plateformes Cryptopia et bien d'autres plateformes qui ont fermé avec mes crypto-monnaies.
à l'intérieur. Bref, je vais vous épargner tous ces détails-là Ça, c'est parce bien. qu'on a quand même connu des vertes et pas mis dans cet écosystème crypto-monnaie. Mais bon, c'est ça qui fait l'expérience. Exactement. Bah, c'est super intéressant. Donc, moi, du coup, là, je suis très, très curieuse sur l'aspect psychologique. Donc, parce que quand tu te, souvent, les gens, quand ils ont des déconvenus comme ça, quand tu te fais bah, arnaquer ou tu vois que tu as des rêves, parce que là, tu nous parlais bah, de un bitcoin, enfin, c'est aujourd'hui, ça représenterait quand même en fait beaucoup d'argent par rapport à Oui, oui. l'époque. Comment tu te relèves de ça pour te dire bon, c'est pas grave, je sais que l'écosystème a quand même un potentiel, même s'il y a beaucoup de scams, donc je continue quand même en fait à m'investir dans cet écosystème. C'est quoi le processus de pensée en fait psychologique? En fait, moi, je suis déjà une personne qui a, en fait, qui essaye d'analyser et de comprendre ce qui arrive. Je ne tire pas les conclusions aussi facilement. Et donc, je me suis dit, euh, le fait que je me suis arnaqué, ce n'est pas lié à la crypto-monnaie. C'est un peu comme quelqu'un peut utiliser la vente du terrain pour m'arnaquer. C'est un peu comme quelqu'un peut utiliser, je ne sais pas quoi, un faux portable, un faux ordinateur ou bien un faux téléphone pour m'arnaquer. Donc le problème, en fait, ce n'est pas le téléphone en lui-même ou bien l'arnaque en elle-même, c'est l'humain derrière. Donc c'est quelqu'un qui va utiliser quelque chose pour m'arnaquer. Donc, c'est à moi de comprendre que ce qu'il ou bien cette utilisation qu'il est en train de faire n'est pas une utilisation qui est normale. C'est pas une utilisation qui est en fait l'utilisation standard en fait, l'utilisation standard. Donc, une fois que j'ai compris ça, j'ai dédouané déjà la crypto-monnaie. Le problème n'est donc pas la crypto-monnaie, mais plutôt cette personne qui a mis sur pied un business model qui n'était pas un business model assez clair en réalité. Donc, s'il a utilisé la crypto-monnaie, ça voudrait dire que la crypto-monnaie, en réalité, c'est quelque chose qui est bien plus profond que, ou bien qui pousse les gens à s'en inspirer pour pouvoir créer quelque chose de mauvais derrière. Parce que aujourd'hui, si quelqu'un ne voit pas un potentiel, et s'il n'y a pas un potentiel en quelque chose, les gens ne vont pas utiliser cette chose-là pour pouvoir arnaquer d'autres personnes. Les gens vont Mm. arnaquer les personnes avec des choses que les personnes veulent acquérir. C'est parce que les personnes veulent acquérir ces choses-là qu'on va mettre des moyens derrière pour les arnaquer. Mais cette recherche-là, cette quête d'acquérir ces choses qui ont de la valeur ne doit pas changer. C'est juste le chemin qui a été emprunté qui n'est pas forcément le bon. Il faudrait donc revoir le chemin qu'on a emprunté et voir si, et voir plutôt là où on est tombé et non pas peut-être en fait la crypto-monnaie derrière pour essayer de globaliser et dire non, c'est la crypto-monnaie qui est mauvaise. C'est toujours le discours que j'ai eu sur ma chaîne. J'ai dit, il y a des plateformes d'arnaque dans tous les domaines. Le fait que vous soyez dans l'écosystème crypto-monnaie et que vous voyez les arnaques dans la crypto-monnaie, ça ne voudrait pas dire que les arnaques n'existent que dans la crypto-monnaie. Vous voyez les arnaques Bien dans la sûr. crypto-monnaie simplement parce que c'est là où votre focus est, c'est là où vous suivez les actualités, c'est là où vous recevez donc les informations. Mais si vous allez dans d'autres secteurs, il y a aussi des arnaques. Quand je vais un peu dans le e-commerce, là, c'est grave, avec les produits qui ne sont pas délivrés, avec les fausses plateformes où tu payes, on ne t'envoie jamais le produit. Donc, il y a toujours des arnaques, peu importe le moyen qu'on va utiliser. Et cette fois-ci, c'était juste la crypto-monnaie. Et dès que j'ai compris ça, j'ai donc décidé d'apprendre et de voir ce qui se cache derrière ce qu'on a voulu utiliser pour m'arnaquer. Et c'est comme ça que je suis encore là aujourd'hui, en fait. Bah, c'est très bien parce que je pense que l'écosystème a besoin de gens qui sont passés par là. Donc, il y a eu vraiment cette expérience de bah, d'avoir vécu les arnaques crypto et puis cette résilience en fait que tu as eue, je trouve que c'est très important de la partager. C'est pour ça que je voulais revenir sur ce point, de se dire bah effectivement il y a des arnaques dans tous les domaines, même l'or qui est on va dire le l'actif le plus capitalisé au monde où tout le monde veut acheter de l'or depuis 3000 ans. Il y a des arnaques aujourd'hui sur l'or. Il y a des gens qui ont cru investir dans l'or et qui se sont retrouvés à perdre tout leur argent. Donc c'est normal que il y ait aussi des arnaques sur les cryptos, mais il faut se former et puis faire attention et ne pas être trop greedy aussi parce que souvent
il y a le côté greedy qui fait que on se fait arnaquer parce on croit à des promesses qui sont beaucoup trop belles pour être vraies, quoi. Exactement, exactement. Et hier encore, je recevais une histoire. Ça, c'est juste une parenthèse hein, pour montrer Mm. que même aujourd'hui, avec des personnes qui sont quand même éduquées, on va toujours trouver des moyens pour mettre sur pied des arnaques. Parce qu'au Mm. fur et à mesure que les gens sont éduqués, les personnes aussi qui arnaquent vont trouver des moyens beaucoup plus sophistiqués pour les arnaquer. Donc, c'est pas Tout parce à que fait. parfois on est assez éduqué qu'on est forcément à l'abri d'un certain nombre d'arnaques. Jusqu'à l'année passée encore, je perdais les crypto-monnaies avec des arnaques qui étaient beaucoup plus sophistiquées. Donc, on n'est pas à l'abri, il faut toujours être éveillé, il faut toujours se poser la question parce que je me suis rendu compte que de façon générale, on se fait arnaquer toujours dans la précipitation. On voit une C'est vrai. opportunité, on veut la saisir immédiatement et on met de côté ses réflexes, les réflexes de vérifier peut-être les transactions, de vérifier le smart contract, de vérifier un certain nombre de petits éléments que nous-mêmes parfois, on dit, OK, voici les bonnes pratiques, les best pratiques, mais on se retrouve parfois à négliger ces best pratiques-là et on tombe dans les pièges encore nous-mêmes. Ouais, C'est vrai. ça arrive. Voilà, on est en perpétuel apprentissage. Et du Ouais, coup, moi, en tout cas, face à tout ça, j'ai adopté une posture qui est de dire faut le garder simple. Donc, j'essaie de me focaliser, on va dire, grosso modo sur Bitcoin. C'est vraiment le gros de mon portefeuille et très peu d'autres choses, en fait, qui restent du début, en fait, quand j'ai commencé. Et et souvent, quand tu parles à des Bitcoin maxi, en fait, eux aussi, ils sortent de périodes où, bah voilà, il y a eu beaucoup de pertes d'argent et de temps dans des projets qui étaient scammeux et tout ça. Et est-ce ouais. que toi, de tes expériences, à un moment donné, tu t'es pas dit, bon, je laisse tout ça tomber, je vais me focaliser en fait sur la plus grosse des crypto-monnaies ou peut-être même l'Ether, parce que comme tu es dans les smart contracts, euh, quelle est ta vision par rapport à ça? Je ne vais pas dire qu'il faut uniquement se focaliser sur le Bitcoin, mais je me dis c'est quelque chose qui va de façon crescendo. Quand quelqu'un arrive dans l'écosystème crypto-monnaie, c'est bien et je conseille toujours de commencer par les crypto-monnaies qui sont établies. Les crypto-monnaies dont le narratif est connu, il y a une forte documentation. Tout le monde aujourd'hui à peu près peut dire c'est quoi Bitcoin, quel est son business model, ainsi de suite. Donc ça, c'est évident. Donc pour quelqu'un qui arrive et qui essaye de découvrir, il va donc, moi je lui conseille de commencer par là. Mais au fur et à mesure que tu fais tes pas dans l'écosystème crypto-monnaie et que tu comprends déjà un bon nombre de choses, tu peux maintenant essayer un peu de diversifier ton portefeuille. Dans le Bitcoin, c'est vrai, c'est bien, ça résout un bon nombre de problèmes, mais je me dis, il y a des manquements qui donnent effectivement des opportunités à d'autres crypto-monnaies de pouvoir aussi émerger. Et donc, pour quelqu'un qui n'a pas assez de revenus, par exemple, avoir tout son portefeuille, par exemple, sur Bitcoin n'est pas forcément plus intéressant. Donc, c'est plus intéressant s'il n'a pas de connaissances. S'il n'a pas de revenus, il n'a pas de connaissances, alors Bitcoin est forcément intéressant pour lui. Mais s'il n'a pas de revenus et qu'il a la connaissance, alors il peut mettre cette connaissance-là en pratique en allant chercher un peu plus bas, en allant chercher un peu à comprendre ces projets-là pour pouvoir trouver par exemple un Uniswap ou bien trouver par exemple un Hive ou bien trouver par exemple un Solana par exemple. Donc, et ces projets-là qui ont aussi des fondamentaux assez solides, on ne va pas quand même les négliger parce qu'ils contribuent à renforcer même l'utilisation et l'adoption des crypto-monnaies. S'il n'y avait que Bitcoin aujourd'hui, je ne pense pas qu'on aurait les utilisations qu'on a aujourd'hui avec la blockchain. Parce que les smart contracts ont drainé beaucoup de personnes dans l'écosystème crypto-monnaie. Ça, il faut forcément l'avouer. Et donc, régner cela, c'est également régner toutes les personnes qui se sont fait quand même un certain nombre de pactoles avec ces alternatives-là. Mais ça demande forcément de la connaissance beaucoup plus au-delà du narratif global qui est connu, qui est celui du Bitcoin et bien de l'Ethereum aussi, et aussi d'éviter de surfer simplement sur les vagues de on veut détrôner Bitcoin, on veut détrôner Solana. Ces narratifs ne doivent plus passer
parce que vous devez comprendre que ce sont des mécanismes qui sont dépassés. Il faudrait évaluer un projet, pas par rapport à ce narratif global, mais plutôt par rapport à sa value proposition. Et c'est là où vous avez forcément besoin d'aller encore en fait, approfondir vos connaissances ou bien de consulter parfois des personnes qui ont la connaissance. Je vais te raconter une petite anecdote qui m'a Vas-y, fait vas-y. rire, une petite anecdote qui m'a fait un peu marrer. C'est un monsieur qui me dit, Elvis, qu'est-ce que tu me conseilles d'acheter, de vendre ma maison et d'acheter la crypto-monnaie ou bien tu me conseilles tout simplement de garder ma maison? Je dis, la meilleure chose que je peux te conseiller, c'est de prendre une consultation. Pourquoi une consultation? Parce que je vais mieux évaluer ce que tu as besoin et je pourrais peut-être mieux définir ton profil d'investisseur et peut-être te conseiller telle ou telle chose. Ou, par exemple, si tu vends ta maison, tu achètes quelle crypto-monnaie? Pourquoi tu l'achètes? Quand est-ce que tu la vends, par exemple? Donc, je ne peux pas répondre simplement à une question qui est close comme ça en donnant une réponse qui va être un conseil d'investissement qui, en réalité, n'est pas contextuel. Tu vois? Et donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que cette personne ne m'a plus contacté. Et j'ai ri parce que voilà quelqu'un qui est prêt à vendre sa maison pour pouvoir investir, mais qui n'est pas prêt à se faire accompagner ou bien prendre un conseil auprès de quelqu'un qui a de la connaissance pour pouvoir l'accompagner dans ces gros investissements. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et c'est la raison pour laquelle les gens perdent de l'argent. Parce qu'ils évitent d'investir sur la connaissance, mais ils sont focalisés sur le gain. Or, le gain, ça vient après la connaissance. Il n'y a que le hasard qui fait en sorte que quelqu'un arrive dans l'écosystème comme ça, il touche une crypto-monnaie et du jour au lendemain, ça fait x10, x20, x100. Ce genre de personnes qui ont ce genre de discours, ce sont toujours des personnes que je recommande de fuir parce qu'ils n'ont pas de l'expérience. Quelqu'un qui a fait l'argent dans les crypto-monnaies, ça ne veut pas forcément dire que cette personne peut vous donner un conseil. Le conseil que cette personne va vous donner, c'est de faire simplement comme lui, de dire, OK, la crypto-monnaie, on n'a pas forcément besoin de chercher quoi que ce soit. Tu sélectionnes simplement la crypto-monnaie qui te plaît et donc tu attends. Mais combien de personnes perdent de l'argent de cette façon? Je pense que c'est la majorité dans cet écosystème crypto-monnaie qui perd de l'argent de cette façon. Donc, il faut faire très attention avec les personnes que vous suivez. Évitez toujours de suivre les personnes qui mettent en avant leur profit. Mais il faut comprendre comment ces personnes-là font pour pouvoir avoir les bénéfices qu'ils ont. Moi, je suis plus focal. Moi, je préfère même être avec quelqu'un qui a une méthodologie et qui ne se fait pas de profit, mais qui a quand même quelque chose de solide à proposer par rapport à quelqu'un qui étale son portefeuille, qui étale la belle vie qu'il est en train de mener et qui derrière vous fait tout simplement rêver et vous amène tout droit à l'abattoir en réalité. Euh, c'est très juste ce que tu dis, sachant que ce que les gens souvent oublient, c'est que parce que il y en a qui des gens, des fois j'entends qui me disent bah oui j'ai vu sur tel youtubeur en fait qui disait que tel crypto c'est la nouvelle qui va pump, etc. euh, Faut pas oublier que des fois les gens sont payés pour vous fourguer des tokens, hein. Donc faut faire très très Exactement. attention. Et effectivement je pense que la méthodologie d'analyse est plus importante parce que là tu apprends à quelqu'un à pêcher au lieu de lui donner un poisson tout prêt, et que souvent bah c'est un poisson pourri en fait que tu lui donnes parce que toi tu as déjà eu des tokens avant la personne, et puis du coup tu le mènes à l'abattoir comme tu disais. Et je suis d'accord avec toi sur cette partie de quand tu veux investir surtout des sommes importantes, alors c'est pas normal que quelqu'un qui veut vendre sa maison en fait il soit incapable de payer une consultation à 100, 200 euros, même 300 euros pour avoir une expertise de qualité. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Et quand tu lis souvent les arnaques en fait sur les crypto-monnaies, ça vient de gens justement en fait qui ont ce profil, qui se disent bah non non, je préfère croire quelqu'un qui me dit donne-moi 40 000 euros, je vais le transformer en 1 million d'euros en 3 jours, plutôt que de payer quelqu'un qui va te former pendant plusieurs heures pour t'expliquer comment aller chercher un bon projet toi-même, ou comment utiliser une plateforme. Donc je suis assez d'accord. Non, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, en fait, ce que moi j'ai compris dans cet écosystème crypto-monnaie, les gens ont peur de prendre le risque. Les gens veulent se dédouaner.
Ils veulent toujours avoir une personne qui vont prendre pour responsable. Ils vont dire, OK, si ça n'a pas marché, c'est parce que tel m'a conseillé de prendre telle crypto-monnaie, c'est parce que tel a dit, c'est parce que tel a parlé, tel a dit. Donc, on veut toujours se dédouaner. Et c'est la raison pour laquelle il veut que, en fait, cette personne-là veut que je lui dise, achète telle crypto-monnaie. Comme ça, si ça ne se passe pas bien, on va crier sur les réseaux sociaux. Il m'a conseillé de prendre ici, j'ai vendu ma maison pour faire ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on va se dédouaner. Et donc, quand c'est comme ça, on ne peut pas forcément aller beaucoup plus loin parce que même si tu te fais de l'argent, même si tu multiplies cet argent par deux, tu vas encore revenir vers moi pour me demander qu'est-ce que tu fais de cet argent. Donc, est-ce que tu as le money management? Est-ce que tu C'est sauras ça. quoi faire même si tu fais des bénéfices? Parce qu'une chose est difficile dans cet écosystème crypto-monnaie, c'est conserver l'argent qu'on gagne. Une fois C'est qu'on a ça. gagné l'argent sur une crypto-monnaie, gagner l'argent, ça peut arriver du clic du tic au tac. Mais conserver cet argent, c'est ce qui est le plus difficile. C'est pour ça qu'on va voir des personnes avec des portefeuilles qui explosent, mais après, ces personnes, ben, euh, ils ne vont même pas être comme des personnes qui ont fait de l'argent avec les crypto-monnaies. Donc, il faut faire très attention. Et comme tu parlais des personnes qui sont payées, ça, c'est un business model qui est tellement connu. Et je ne sais pas pourquoi les gens n'en parlent pas beaucoup. Du côté de Dubaï, par exemple, on a plein d'influenceurs qui sont payés par des compagnies de trading. Ils Mhm. sont payés par ces compagnies pour pouvoir vanter leurs produits, amener les clients, pour que les clients déposent de l'argent chez eux. Mais ces personnes-là, pour qu'ils soient crédibles, qu'est-ce qu'on fait? On va les payer des voyages par-ci, faire des luxes par-là, et ainsi de suite. Et parfois, c'est que ces personnes-là, ces influenceurs-là cachent. Ce n'est même pas le business du trading, mais c'est en réalité du blanchiment d'argent. C'est du blanchiment d'argent. Donc, leur revenu ne vient pas des crypto-monnaies, mais leur revenu vient plutôt d'une activité illégale et qui vont essayer de mettre la crypto-monnaie en avant-plan comme le moyen légal de se faire de se faire de l'argent. Alors qu'en réalité, ce sont des personnes qui sont en train de blanchir de l'argent. Et on a attrapé déjà plein de personnes comme ça du côté de Dubaï. Et ces personnes-là, on les connaît. Avec des avions, ils sont dans les avions, une belle vie de luxe, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourtant, les personnes que tu suis dans l'écosystème crypto-monnaie, qui sont des personnes qui sont vraiment investies dans l'écosystème crypto-monnaie et qui ont la Mhm. connaissance, tu ne les vois pas mener ce genre de vie. C'est Et tu clair. te demandes, mais, et tu te demandes que mais ces personnes-là qui mènent ce genre de vie, comment ils font? Il faut faire très attention avec ce qu'on voit. C'est généralement nos yeux qui nous amènent même parfois là où il ne faut pas, là où il ne faut pas aller, en fait. C'est clair. Je suis tout à fait d'accord. Les gens, il faut faire attention. Il y a beaucoup d'arnaques. Tout le monde n'est pas bienveillant. Tu peux voir ton youtubeur préféré qui a beau sourire, etc. Ça veut pas dire qu'il te veut forcément du bien. Donc, il faut toujours faire ses propres recherches et rester en fait les pieds sur terre. Je voulais revenir à ton parcours académique et à ce que tu fais. Parce que, alors moi, je me pose pas mal de questions et c'est pour ça que je voulais aussi t'inviter à double titre, donc pour mes auditeurs, mais aussi pour moi-même, c'est que le domaine de la blockchain pure, il y a eu beaucoup de promesses. Donc tu parlais des années 2017, 2021, il y a eu beaucoup de hype. La blockchain était censée révolutionner le monde, apporter la traçabilité, la fiabilité, beaucoup de choses. Mais moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en 2025, la principale utilisation des crypto-monnaies, ça reste le domaine de la finance. Donc, avec en fer de lance, bah, les stablecoins d'un côté qui représentent quasiment tous les volumes, en tout cas une grosse partie des volumes en fait qui s'échangent sur la blockchain. Et de l'autre côté, on a des narratifs tels que Bitcoin qui rentrent en fait comme actifs de trésorerie dans les entreprises. Donc, on voit vraiment que c'est ces deux utilisations qui sont restées de tout ce qu'on nous a promis avant, comme la traçabilité, en fait, la supply chain, l'identité numérique. Donc, toi, en tant que blockchain researcher, développeur de DIAP, comment tu vois en fait aujourd'hui l'utilisation de la blockchain en dehors du secteur de la finance, ou est-ce que tu te dis bah c'est la finance en fait qui a le plus besoin de cette technologie, donc c'est là que ça va se développer. Super, ça c'est une super question. Tu sais, qu'on arrive à l'écosystème crypto-monnaie, la première chose, c'est de se faire de l'argent.
Et donc, la première chose, c'est de se faire de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle la finance décentralisée a effectivement amené beaucoup de personnes dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc, les personnes ne sont pas arrivées dans l'écosystème crypto parce qu'ils voulaient envoyer l'argent en fait, de gauche à droite, les remittances, ou bien tout simplement parce qu'ils voulaient utiliser les services qui sont liés à la blockchain en dehors de la finance. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que il y a de plus en plus de services qui s'incrustent dans, les services blockchain qui s'incrustent dans les services classiques, dans les domaines classiques. Donc, si je prends par exemple le domaine de la chaîne de distribution de l'énergie électrique, moi j'ai des camarades par exemple qui travaillent sur la traçabilité de l'énergie électrique fournie par des tierces personnes. Donc aujourd'hui, les personnes peuvent avoir leur panneau solaire chez eux, ils fournissent une énergie électrique qui est verte et ils envoient cela dans un grid qui est mis à la disposition de l'État pour pouvoir redistribuer. Donc, ça change un peu la donne parce que avant, il était peut-être difficile de tracer ce qu'on appelait énergie verte. Et tu sais très bien en Europe, le green est quelque chose dont on est en train de beaucoup vouloir étendre. Donc, c'est un objectif, ce qu'on appelle les goals, les sustainable goals. Et ces sustainable goals, euh, la blockchain aide aujourd'hui à reconnaître les personnes qui ne sont pas green, ou bien les fournisseurs, mais les créateurs d'énergie qui ne sont pas green, parce qu'au travers des Internet, des IoT, on peut tracer de façon décentralisée l'énergie qui est fournie par les tiers et savoir si c'est une énergie qui est green chez toi. Donc, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire quoi? Une utilisation qui arrive très, très prochainement, dont on a déjà fait les démos dans plusieurs séminaires et autres là-bas, c'est étant chez toi, tu peux décider de quelle énergie tu consommes. Je vois que du côté de l'Europe, on est beaucoup on est beaucoup orienté vers le fait de pousser les gens à aller vers le green. Et donc, au niveau de l'énergie, étant chez toi, tu peux décider à tout moment donné de switcher si tu veux consommer l'électricité qui est green ou pas. Et donc, à certains moments donnés, l'État peut mettre sur pied des mécanismes pour pousser les consommateurs à consommer un certain type d'énergie parce qu'il y a il y a un certain surplus. D'accord? Et il y a un fameux article que moi aussi, c'est un chapitre d'un livre que j'ai écrit qui permet de montrer comment l'État peut encourager les citoyens à aller vers les énergies vertes au travers de la blockchain. Ça peut être avec les vélos, ça peut être avec les transports, par exemple, communs, où on va dire un chauffeur qui va mettre plusieurs personnes dans sa voiture. Ça veut dire qu'il réduit d'une certaine façon le taux de carbone parce que si chacun prend son véhicule, ben c'est clair qu'il y aura plus de pollution. Donc, ces mécanismes-là, avec la tokenisation, peut pouvoir créer ce qu'on va appeler la gamification des comportements humains au travers de la blockchain. Donc ça, ce sont des mécanismes qui n'étaient pas en place, bien qui étaient difficiles de mettre en place avec une traçabilité certaine. Donc voilà un secteur dans lequel la crypto-monnaie, la blockchain, est déjà quand même appliquée aujourd'hui. Donc un autre secteur aujourd'hui encore qui a aussi beaucoup, on voit déjà beaucoup, c'est la tokenisation. La tokenisation, c'est vrai que ça va dans le sens de la finance, mais d'une certaine façon, ça a permis comment dire, ça a permis de mettre la traçabilité sur un certain nombre d'éléments et de contrôles que avant c'était pas possible. Je parlais encore hier avec quelqu'un du côté des États-Unis ou une entreprise qui achète par exemple les parts d'une action, parce qu'il faudrait qu'elle comprenne comment la tokenisation fonctionne. Donc, quand moi j'achète par exemple les parts d'une entreprise et que je mets une plateforme qui est une fintech pour pouvoir revendre les parts, ou bien fractionner les parts de cette entreprise, comment on fait pour vérifier que les parts qui sont fractionnées, que j'ai émises, sont effectivement la quantité de parts totales que j'ai acquises d'un fournisseur? Par exemple, j'achète 10 parts d'une entreprise
et je veux fractionner pour permettre à chacun de pouvoir acheter des parts de 1000 francs, par exemple. Donc, sans la blockchain, il est impossible de vérifier ce genre de comportement qui ont conduit d'une certaine façon à la crise financière de 2008 parce que c'était l'hyper. Donc, il n'y avait pas forcément de contrôle sur ces mécanismes-là. On va créer des sous-packs, des sous-packs, des sous-packs, des sous-trucs, des sous-trucs. Et finalement, on se perd dans toutes ces choses parce qu'il n'y a pas une traçabilité certaine. Donc, la blockchain vient de cette façon résoudre ce problème, mais on ne connaît pas encore une certaine adoption qui est très poussée parce que il y a encore les réglementations et parfois c'est parfois difficile pour les personnes de changer leur système. Et c'est un des gros problèmes aujourd'hui avec la blockchain. Parce que quand les gens voient par exemple le coût qu'il faut pour changer leur système et mettre sur la blockchain, ils se disent bon, on est déjà confortable avec nos choses ici qui marchent comme. Et tu connais la raison pour laquelle le système bancaire est l'un des systèmes les plus vieux aujourd'hui, avec les Oui, langages de programmation les plus vieux aujourd'hui. C'est tout on a encore simplement du parce que, COBOL. ouais, c'est tout simplement parce que changer une chose dans ce système est très compliqué. Ça demande beaucoup d'audits parce qu'on ne sait pas où ça va casser et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est l'un des problèmes majeurs aujourd'hui pour l'adoption de la blockchain. Mais ce qui est sûr, c'est que progressivement, les gens comprennent qu'il faut beaucoup plus de transparence. Et la transparence, aujourd'hui, le seul système qui permet de mettre cette transparence-là, c'est la blockchain. Avec des applications comme Election Check que j'ai créé aujourd'hui, qui permet de mettre une traçabilité au niveau des votes des personnes, au niveau des résultats des élections, dans les élections, c'est encore une certaine adoption qui peut connaître une certaine extension si les États et les gouvernements ou bien si les personnes décident d'adopter ce genre de technologie. Donc, on n'est pas uniquement là dans la finance, mais on est dans la traçabilité. Et donc, si on sort du domaine de la finance, on voit que la blockchain peut être appliquée dans les élections comme je l'ai fait, dans la tokenisation des actifs et la traçabilité comme certaines plateformes le font déjà, dans l'immobilier, dans les terrains comme ça a été fait du côté de la Côte d'Ivoire et du côté du Sénégal, il y a déjà des startups qui vont dans ce sens-là en proposant des services qui vont permettre de tokeniser, en fait, de tracer un certain nombre d'éléments sur la blockchain. Du côté du Ghana, par exemple, ils ont mis sur pied un système qui permet de tracer la chaîne de distribution du cacao, de la production jusqu'à la commercialisation du cacao. Ça, c'est un système qui est déjà disponible du Ghana. Et donc, si on va dans les pays comme du côté du Madagascar, ils ont déjà mis sur pied un certain nombre, en fait, ils ont déjà mis sur pied leur crypto-monnaie, en fait, leur monnaie qui est basée sur le dollar, mais qui utilise de l'or qui vient du sol de Madagascar. Et donc, ils utilisent la blockchain pour pouvoir tracer et rendre cela beaucoup plus transparent. Donc, la blockchain, pour moi, je pense que c'est la technologie qui sera un peu de partout et qui tarde juste à être embarquée dans plusieurs systèmes. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que on arrive dans une ère où la traçabilité est évidente, est essentielle. Et aujourd'hui, avec Internet, il est difficile de posséder quelque chose. Avec l'intelligence artificielle qui montre encore à suffisance comment on ne peut plus faire confiance à une vidéo, à une image, à tout ce qu'on voit sur Internet, il faudra encore se poser la question, dans ce nouveau monde où on va, comment reconnaître quelque chose qui est vrai? Comment reconnaître quelque chose qui est émis d'une personne réelle? Moi, par exemple, qui suis réel, comment je fais pour pouvoir prouver que cette vidéo qu'on voit, par exemple, de moi là, n'est pas de moi, par exemple? Et je suivais encore en fait, c'était une formation l'autre jour où un monsieur disait, on arrive dans une ère où quelqu'un peut te saboter en utilisant une intelligence artificielle de toi, en faisant des choses en fait, qui ne sont pas légales. C'est vrai. Je prends ton image et je demande de faire quelque chose d'illégal. Et je balance ça sur les réseaux sociaux, par exemple. Les personnes aujourd'hui n'ont pas la capacité de se poser les questions si ce qu'ils voient est quelque chose de réel. Du moment où tu vas même venir justifier que ce n'est pas toi, ça aura déjà fait son effet.
Ça Tout à aura fait. déjà fait son effet. Et donc, on peut carrément anéantir quelqu'un aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, tout simplement avec une image, avec une vidéo. Et je pense que demain, il faudra effectivement des mécanismes pour authentifier les informations qui vont être fournies par une personne. Et là, je fais forcément référence à la traçabilité et la blockchain est aujourd'hui le seul outil qui permet en fait, de vérifier ou bien de donner une certaine traçabilité dans les systèmes numériques. Et voilà pourquoi je pense que la blockchain a encore un bon, plus gros potentiel, surtout avec une intelligence artificielle qui vient montrer qu'on ne doit rien croire sur Internet aujourd'hui. C'est vrai que autant sur les points d'avant concernant la traçabilité, notamment dans le foncier, etc., je me dis, bon, en Afrique, ce sont des secteurs qui auront peut-être du mal à prendre parce qu'on n'a peut-être pas besoin d'autant de traçabilité sur ces activités parce que bah, les gens n'ont pas envie, tout simplement, que ça soit aussi traçable. Le flou, en fait, permet d'entretenir, bah, on va dire, un business pour certains, donc ça va être compliqué à, à ce que ça prenne, en fait, et que ces startups, en fait, puissent un jour exploser. Mais pour la partie intelligence artificielle, je te rejoins totalement parce que je pense qu'effectivement, à un moment donné, on aura besoin de prouver que quelque chose est vrai. On aura besoin de prouver l'authenticité. D'ailleurs, ça me fait penser, ça concerne pas l'intelligence artificielle, mais je sais pas si tu as suivi, il y a eu un procès en France où des inscriptions dans la blockchain Bitcoin ont servi de preuve dans un procès. Donc, je pense que petit à petit, avec l'intelligence artificielle, à un moment donné, pour l'instant, tout le monde utilise ChatGPT et tout ça sans se poser de questions des générateurs d'images. Mais à un moment donné, il va y avoir des procès où des gens vont forcément se plaindre comme quoi on a utilisé leur œuvre, quelqu'un a utilisé leur œuvre sans leur permission pour s'enrichir. Donc, bah, la blockchain peut devenir en fait un moyen justement d'authentifier l'antériorité par exemple d'une œuvre ou tracer en fait la provenance de quelque chose, notamment dans le milieu de l'art. Exactement, Euh, exactement. mm, c'est vrai. Euh, il y a en fait, dans ta description sur LinkedIn, en fait, tu indiques aussi que bah tu es PhD en Smart Contract Verification. Oui. Aujourd'hui, ça consiste en quoi exactement? Est-ce que tu fais des audits? Est-ce que tu as mis un outillage pour auditer des smart contracts? Est-ce que tu peux aller un peu deep en fait dans ton métier en tout cas au quotidien? Et puis c'est quoi les plus grosses failles en fait qu'on peut trouver sur un smart contract auxquelles il faut faire attention? OK. Euh, bon, là, je vais parler un peu de mes travaux, Mm, qui est quelque chose sur lequel je suis en train de finaliser, bien évidemment. Euh, L'idée, c'est de créer un système qui va permettre de créer les smart contracts sans écrire du code. C'est vrai qu'il y en a déjà des mécanismes qui permettent de créer des smart contracts sans faire de code. Mais ça, ce sont des codes qui sont écrits par des personnes. Et donc, parfois, les codes-là, c'est difficile de pouvoir modifier ou bien de modéliser un certain nombre de comportements. Donc, si par exemple, je demande à une intelligence artificielle de m'écrire un code d'un smart contract, d'accord? L'intelligence artificielle va bien écrire un code pour un smart contract. Mais qu'est-ce qui te fait croire que ce code qui a été écrit par un smart contract est correct? Donc, point d'interrogation. Et donc, euh, il y a des mécanismes pour les développeurs de pouvoir vérifier un certain nombre de smart contracts. Mais comment une personne qui n'est pas développeur peut, par exemple, créer un smart contract et garantir que le smart contract qu'il a créé est sécure, par exemple? Donc, ce que nous avons fait, ce que je suis en train de faire pour mes travaux, c'est de donner la possibilité à un utilisateur de ne pas écrire du code, mais de modéliser le smart contract. Il va modéliser le comportement qu'il veut dans le smart contract. Je veux qu'un utilisateur commence en mettant une crypto-monnaie ici, et quand quelqu'un place en fait, une offre, le contrat se comporte comme ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va créer un modèle de donc tu vas modéliser ce que tu veux, le comportement que tu veux de ton smart contract. Et derrière nous,
on va mettre une interface simple qui va utiliser des mécanismes formels de vérification de smart contract, de vérification des systèmes, pour pouvoir attester que le comportement que tu as modélisé, par exemple, fait sens, n'a pas de faille, vérifie telle propriété. Et quand on dit de vérifier les propriétés, c'est par exemple, vérifie que dans ce smart contract, personne ne peut retirer des crypto-monnaies sans avoir déposé. Donc, par exemple, si on prend un ICO, donc quand je prends le smart contract d'un ICO, je veux vérifier que avant que l'ICO ne se termine, par exemple, la personne qui lève les fonds ne peut pas retirer la crypto-monnaie. Donc ça, c'est ce qu'on a vu de façon classique dans les arnaques des ICO. Avant que l'ICO ne se termine, la personne a déjà retiré la crypto-monnaie et il est parti avec, par exemple. Une autre chose, c'est que la personne qui a mis le smart contract, qui a créé le smart contract, par exemple, ne peut pas faire un certain nombre d'actions avant un certain nombre de choses, par exemple. Donc, ça, ce sont des comportements et ça, ce sont des propriétés qu'on peut vouloir qu'un smart contract implémente. Et donc, une fois que tu as modélisé le smart contract, tu vas donc définir ces propriétés-là. Je veux que ce système vérifie telle propriété, telle propriété, telle propriété et telle propriété. Donc, ce que moi je fais derrière, je vais prendre ces propriétés, je vais convertir cela en langage mathématique parce que les mathématiques, c'est quelque chose qui sont fiables. Quand on dit 1 plus 1 égale 2, c'est 2. Donc, si je peux vérifier que la propriété, par exemple, que avant telle date, quel que soit l'utilisateur, on ne peut pas retirer la crypto-monnaie. Je dis bien quel que soit. Donc, quand je dis quel que soit, ça veut dire que je vais exprimer cela de façon mathématique et je vais vérifier cette propriété. Si cette propriété, en fait, je vais utiliser des outils derrière pour le faire. Et si l'outil me dit que c'est OK, ça veut dire que c'est quelque chose qui est mathématiquement correct. Et si c'est mathématiquement correct, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de possibilité pour que ce que tu as modélisé à un moment donné ne soit pas vrai. Donc, c'est ce qu'on appelle en réalité les méthodes formelles de vérification. C'est utilisé pour les gros systèmes ou bien les systèmes beaucoup sensibles comme les systèmes de drones, les systèmes pour envoyer les fusées sur Internet, donc plein de systèmes où il y a des sensibilités. On va utiliser les méthodes formelles pour vérifier un certain nombre de choses dans le système. Et donc, c'est ce que nous faisons avec les smart contracts et ça va effectivement permettre d'éviter un certain nombre d'arnaques comme les attaques liées beaucoup plus au comportement des personnes qui disent, OK, on va... ça, ce n'est même pas simplement au niveau des arnaques, mais ça permet même aux développeurs de voir un certain nombre de manquements dans son smart contract. Je prends un exemple simple dont on a observé aussi dans plusieurs cas dans l'écosystème crypto-monnaie. À un moment donné, on a des smart contracts où il y a des crypto-monnaies qui sont bloquées à l'intérieur et on ne peut pas retirer. On ne peut pas retirer. Peut-être, par exemple, parce que le owner, donc le propriétaire du smart contract, je ne sais pas trop quoi, ou bien il a fait une action qu'il ne devait pas faire dans le système et ça a changé une variable qui n'aurait pas dû être changée, par exemple. Et donc, ça rend maintenant le smart contract inaccessible avec la crypto-monnaie qui est bloquée à l'intérieur. Donc, si, par exemple, en designant ce smart contract, tu dis simplement vérifier qu'à tout moment donné, donc il dit bien à tout moment donné, il y a quelqu'un qui peut retirer toujours cet asset. Donc, ça, c'est une propriété que tu peux donner au modèle avec le modèle. Et donc, on va utiliser des méthodes mathématiques derrière pour te dire si cette propriété est correcte ou pas, peut être garantie ou pas. Si ce n'est pas garanti, on va te dire, par exemple, ce qui a manqué ou est-ce qu'il faut corriger, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un peu le gros de mon travail. Et si on avait utilisé ce système avant 2016, par exemple, on n'aurait pas eu cette attaque de Reintrensy. Parce que les Reintrensy, c'est une des attaques qui met en mal beaucoup de smart contracts sur la blockchain. Et donc, technologiquement ou bien formellement, c'est difficile de modéliser un système où on va permettre que
un objet se réexécute à plusieurs reprises quand il est appelé de l'extérieur, ainsi de suite. C'est difficile de le faire. Et donc, en modélisant, nous allons effectivement détecter ce genre de pattern et on va effectivement anticiper en te disant, il y a rien de ainsi ici, il y a ce genre de choses qui peut se produire et c'est comme ça que tu vas effectivement ajuster ou bien et nous allons jusqu'à générer le code et générer aussi les tests. Et donc, avec les tests qu'on va générer, on va mettre des mécanismes pour muter ton test. On mute ton code avec plusieurs cas de scénarios qui ont été déjà testés. Et si les tests qui ont été faits passent toujours avec ces scénarios-là, ça veut dire que le code qui a été généré est effectivement solide et effectivement correct. Et donc, aujourd'hui, on a fait des exemples avec les smart contracts qui sont avec, on a fait des exemples avec les ES7, avec les AMM. Les AMM, ce sont les smart contracts des DEX Les majoritairement. Dex, ouais. Ouais, ce sont des DEX. Et donc, on est allé jusqu'à générer 10 000 tests. Donc, ça, c'est 10 000 tests générés automatiquement et qui sont testés automatiquement et qui montrent que, effectivement, ce qu'on a modélé est correct. Donc, les articles vont être publiés très, très bientôt pour terminer, effectivement, les travaux de doctorat qui s'achèvent heureusement bientôt. Ouais, parce que j'imagine ça doit être bien fatigant. C'est super intéressant, d'autant plus que souvent on pense que la blockchain est secure par design, parce que on a toujours en tête l'immutabilité en fait des données. Donc ça veut dire que la blockchain est sécurisée. Voilà, une fois que tu mets quelque chose dedans, c'est fini. Personne ne peut y toucher. Or, les smart contracts, en fait, si le smart contract il est mal codé et qui n'a pas prévu justement les cas aux limites, c'est que Exactement. quelqu'un peut exploiter en fait les failles et ça s'est déjà vu dans plusieurs smart contracts. Et puis même si le créateur du smart contract lui-même est malveillant, il peut du coup c'est pas un bug, c'est vraiment by design que c'est fait pour pouvoir récupérer l'argent des gens. Donc du coup au final on va dire toute cette méthodologie d'analyse des smart contracts, elle est implémentée dans un outil spécifique ou bien c'est une méthodologie d'analyse en fait qui a été mise en place dans le cadre de ton doctorat? Je n'ai pas bien compris la question, s'il te plaît. Je disais que la méthodologie d'analyse, donc comment tu as appelé ça, les méthodes formelles, est-ce que Oui. c'est implémenté dans un outil où le développeur il vient, il dépose son code et puis vous lui fournissez un résultat en faisant l'analyse ou c'est juste une méthodologie d'analyse en fait qui est en place? Ok. Ouais, j'ai compris exactement. Il y a deux possibilités. Pour le moment, la première, c'est un outil qu'on a mis à disposition, une plateforme web. Je n'ai pas encore mis en ligne, c'est en local pour le moment. La première version est en ligne, mais la deuxième version, qui est beaucoup plus complexe, est en local présentement. Mais je vais mettre l'outil en ligne d'ici la fin de ma thèse pour permettre aux personnes de modeler et de générer le code tout à partir de cette interface. Donc, un travail futur, si j'ai la possibilité de continuer en postdoc, ce serait de mettre sur pied un plugin qui va être intégré directement dans les IDE comme VS Code, où tu Ok. vas tout simplement intégrer le plugin à l'intérieur de ton VS Code et tu vas effectivement bénéficier de toutes les fonctionnalités qu'il y a à l'intérieur. Et j'étais avec certaines équipes qui proposaient de mettre ce genre de vérification au niveau du compilateur même, au niveau du compilateur Aussi. même de la machine virtuelle. Mais là, c'est un peu compliqué parce que ça va demander un hard fork. Ça va demander effectivement que la maison fondatrice de Ethereum adopte ce genre de mécanisme pour permettre que la vérification soit faite directement au niveau du compilateur avant de déployer le smart contract. Et là, on peut se poser la question, si moi, je suis une personne qui design mon smart contract avec une volonté de mettre des bugs, par exemple, et que on a cet outil-là qui flague les contrats, bon, en fait, qui flague que, OK, ce contrat a des failles, ainsi de suite. Mais vu que c'est un comportement volontaire, est-ce qu'on doit permettre de déployer ce smart contract, par exemple? Est-ce que ce serait encore
décentralisé, où chacun fait ce qu'il veut. Point d'interrogation. Oui, ça, Donc, je pense qu'on touche vraiment au cœur de l'esprit de la blockchain. voilà. Et exactement, ce sont des questions qui sont un peu idéologistes. Ce sont des questions qui sont, ce sont des questions qui sont idéologistes. Mais moi, ce que j'ai suggéré, c'est quoi? C'est de dire, OK, on ne va pas empêcher forcément le déploiement d'un contrat qui est malveillant. Mais ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est que au niveau de l'Explorer, on va avoir un indicateur qui dit si ce contrat contient par exemple, une vulnérabilité a été flaguée comme étant vulnérable ou Mm, pas. Donc ça, on peut le faire parce que le tout à fait. compilateur, une fois qu'il a compilé, il va te dire, OK, il y a des erreurs. Si tu décides donc de déployer, il flague tout simplement Mm, ce smart contract comme ayant des vulnérabilités. Et là, maintenant, les personnes qui vont aller sur la blockchain, ça va aider les personnes qui n'ont même pas la capacité de vérifier les smart contracts. Parce qu'on dit toujours que le code source est disponible, mais quand tu arrives sur la blockchain et que tu vois un code source, si tu n'as pas la possibilité de comprendre, comment tu fais pour comprendre si mm, le fonctionnement qui est implémenté est quelque chose de correct ou pas? c'est Comment, vrai. comment faire pour quelqu'un qui n'a pas la connaissance? Et même quand tu as la connaissance, ça demande parfois beaucoup de temps pour analyser le smart contract. Mm, Et il y a des exemples où des personnes ont masqué les erreurs de façon sophistiquée, oui. vraiment sophistiquée, que tu vois la création d'un token qui retire qui retire un way à chaque fois que les gens font une transaction. Donc, ça diminue le token à chaque fois que les gens font une transaction. Et c'est très bien masqué que tu ne peux pas forcément t'en rendre compte. Tu ne peux pas forcément C'est vérifier clair. ça. Tu vois? Et, C'est, et donc, c'est, c'est... voilà. Donc, les comportements comme ça, c'est très, très difficile. C'est très, très difficile pour une personne lambda de vérifier. Mais bon, si on a effectivement mis sur pied cet outil au niveau du compilateur et que ça flague tout simplement les contrats, les smart contrats, mais bon, ce serait par exemple un plus qui aurait été ajouté dans l'écosystème crypto-monnaie. Mais bon, ça, C'est c'est un ça. débat qui est quand même ouvert et les discussions sont en cours là-dessus. Effectivement, c'est une question philosophique. Quoique, souvent, on se dit que bah, pour le bien des utilisateurs, on pourrait quand même effectivement mettre quelque chose. Donc déjà, le système de flag, ça peut être intéressant parce que je pense qu'il y a très peu de personnes. Moi, j'ai pris cette habitude en fait maintenant de me dire aussi, enfin à l'époque où j'investissais sur d'autres tokens, c'est de copier le code du smart contract dans ChatGPT ou dans le Gemini en fait pour leur demander est-ce que il n'y a pas des éléments qui craignent un peu là-dedans. Après c'est pas des outils d'analyse de code donc ils vont pas forcément être aussi poussés qu'un vérificateur comme ce que tu peux le faire, mais c'est pas non plus un réflexe que beaucoup de personnes ont. Oui, Mais oui, oui. voilà c'est ça. Mais s'il y a un flag et que la personne au moins va vérifier dans l'Explorer en fait la tête du smart contract, ça peut déjà mettre un warning et un point d'attention euh, pour éviter que certaines personnes aillent sur un truc qu'ils comprennent pas quoi. Oui, Donc oui, voilà. je pense que ça sera un plus, ça sera un plus. Et il y a deux équipes qui sont aussi en train de travailler. Bon, en fait, il y a une autre équipe qui est en train de vouloir intégrer cela avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a quand même des travaux qui sont en train d'être faits dans ce sens-là, de vouloir quand même apporter cette information au niveau de l'explorer, pour que l'utilisateur qui n'a pas la connaissance puisse quand même avoir un petit indicateur pour l'orienter déjà si, s'il y a quelque chose qui cloche quelque part ou Qui pas. cloche, voilà, c'est ça. Bon, en Mm. tout cas, c'est top. Mm. Moi, je vais suivre ça avec très très grande attention et puis de toute façon, tu pourras revenir dans ce podcast pour en reparler dès que ça sera sorti pour nous faire une démo surtout, pour qu'on voit ça en live. Alors, j'ai vu que tu étais speaker au prochain événement de Africa Blockchain Institute. Donc, malgré le fait qu'aujourd'hui, là, t'es plus sur le continent, donc t'as quand même, de ce que je comprends, les yeux tournés là-bas, bah, tout comme moi. Donc, qu'est-ce que tu penses des spécificités de l'écosystème blockchain africain? Parce que quand on parle des problèmes de rémittance,
l'Afrique est concernée. On parle des problèmes de monnaie, des problèmes d'inclusivité financière que résolve la blockchain. L'Afrique est concernée. Donc, comment toi tu vois en fait cet écosystème africain de la blockchain? L'écosystème africain de la blockchain aujourd'hui est un peu, comment on dit, c'est un peu amorphe et je pense que c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que il y a déjà pas beaucoup de startups qui sont accompagnées sur le continent pour pouvoir pousser effectivement l'adoption de la technologie. Ça, c'est d'un. De deux, il n'y a pas une volonté forcément inclusive pour les gouvernements de vouloir faire en sorte que les lignes bougent parce qu'on est dans un statu quo et c'est comme si on a l'impression que le fait que les choses ne sont pas transparentes arrange plutôt les personnes qui sont au pouvoir parce qu'il y a beaucoup de choses à cacher. On ne voudrait pas que les secrets, que les choses se sachent. Du coup, quand les choses sont opaques telles qu'elles sont, ça arrange plutôt les affaires des gens qui sont au pays. La preuve en est que la première question qui m'a toujours été posée quand j'ai proposé l'application des élections, c'est toi, tu t'attaques aux élections, tu n'as pas peur de ta vie, tu n'as pas peur que ta famille soit menacée, ainsi de suite, ainsi de suite, parce qu'on sait très bien que les élections, peu importe le pays, parce que moi j'ai dit, pour moi c'est pas une application qui s'adresse uniquement aux Africains. Je sais que les élections dans les pays, de façon générale, sont entachées quand même d'irrégularités, de façon Mhm. générale. Donc, c'est un problème qui est global. Donc, si l'application peut se hisser au-delà de l'Afrique, pour moi, ce serait quelque chose de salutaire. Et pour moi, je vois plus qu'il y a une volonté dans d'autres États, comme par exemple du côté des États-Unis, il y a quand même une certaine volonté qui est poussée vers la transparence. Même ici, du côté de l'Italie, il y a une certaine volonté qui est poussée vers la transparence parce ils adoptent un certain nombre de solutions qui vont dans ce sens-là, des solutions comme AgriFood qui vont de la traçabilité du champ jusqu'à l'assiette. Il y a déjà des solutions qui fonctionnent de cette façon, qui fonctionnent ici dans ce sens-là. Donc, ça, c'est le deuxième problème que je vois du côté de l'Afrique, c'est que le manque de traçabilité arrange plutôt les affaires de ceux qui sont là. Donc, la troisième chose, c'est que au niveau des finances, tu ne comprends pas comment on n'a pas la même mise sur la finance du côté de l'Afrique et qu'on n'ouvre pas un certain nombre de facilités qu'offre la blockchain pour pouvoir légaliser les transactions qui vont permettre en réalité une inclusion financière, non seulement au niveau du pays, mais au niveau de l'Afrique de façon globale. On t'a déjà pris les exemples assez simples. Toi qui es en Côte d'Ivoire et moi qui suis du côté du Cameroun, envoyer le CFA, le ZOP vers le ZOF, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est quelque chose d'assez compliqué. Donc, ici, on va se dire, mais qu'est-ce qui nous empêche? Est-ce qu'on a vraiment des décideurs qui peuvent se lever haut la tête et dire, OK, nous voulons adopter des technologies ou bien des moyens qui vont nous rendre indépendants. On ne veut pas des systèmes qui vont encore nous maintenir sur les jougs de la colonisation avec tout ce qui est géré de l'autre côté là. Pourquoi aujourd'hui on a une certaine forme de volonté, donc moi je vais bien dire volonté, de créer un panafricanisme, mais quand on voit entre les lignes, ça ne bouge pas beaucoup. Pour quitter d'un pays à un autre, on a besoin de passeport, Ouais. on a très peu de vols qui relient les pays d'Afrique. On a très peu de transactions qui se font directement entre devises d'Afrique, ainsi de suite, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut donc se développer dans ce genre de système? Donc, pour moi, je pense que la blockchain a un rôle assez fondamental à jouer. Fondamental parce que on n'a pas une traçabilité. Et moi, j'ai toujours dit que la blockchain a été pensée pour résoudre d'abord les problèmes de l'Afrique. D'abord les C'est problèmes vrai, de l'Afrique. je suis d'accord. D'abord les problèmes de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de systèmes numériques qui sont fiables. On n'a pas de systèmes numériques qui sont fiables. Je prends simplement les actes de naissance. Les gens sont nés combien de fois au pays? Il y a des gens qui sont nés des centaines de fois. Il y a des gens qui sont nés tellement de fois. Quand ton âge ne t'arrange plus, tu changes. Ton âge ne t'arrange plus, tu changes.
Ces éléments-là, Ouais. ces choses-là ne sont pas vérifiables. Tu vois, quand je, quand je regarde encore ce qui s'est passé récemment à la Cour constitutionnelle de mon pays, ça me fait encore plutôt, en fait, ça me conforte dans la situation, dans l'idée selon laquelle il faut vraiment une traçabilité pour des choses qui se passent dans notre pays. Tu t'imagines que lors des élections, en fait, on est encore dans les élections présidentielles, lors la phase simplement du dépôt des candidatures, il y a un candidat qui a été recalé, soit disant qu'il a déposé sa candidature au travers d'un parti dont il y a en réalité un problème et celui qui l'a mandaté n'est en réalité pas le président de ce parti. Et donc, même le président de ce parti ne connaît pas qu'il y a un document qui a été signé par le ministre en 2021 qui lui retirait en réalité le droit d'être le président de son parti. Or, pourtant, le ministre, en 2018, avait sorti une note le reconnaissant comme le président. Mais au tribunal, à la Cour constitutionnelle, on a sorti un document daté de 2021 qui, en réalité, invalidait l'ancien président qui avait été validé en 2018, mais sans que la personne ne soit concernée. Donc, est-ce que ce document qui a été Incroyable. fourni, est-ce que ce document qui a été fourni est un document qui a été fait exactement en 2021? Point d'interrogation. Est-ce que ce n'est pas un document qui a été fait là, de façon immédiate, ponctuelle, pour pouvoir contrer un candidat? Un candidat, Vous ouais. voyez que s'il y avait une traçabilité dans les documents ministériels, on saurait exactement à telle date, il y a tel document qui a été produit. Et de façon irréfutable, on aurait prouvé que le document a été signé ou bien a été antidaté. Parce que si on ne doit pas antidater les documents en Bien sûr. administration. Donc, pour moi, je dis, la blockchain peut jouer un grand rôle si les gouvernants ont une volonté d'apporter ne serait-ce qu'un tout petit peu la transparence du côté de l'Afrique. Et ce qui est bien, c'est que c'est une technologie qui est assez facile aujourd'hui et donc on a la compétence sur le continent africain, qu'on ne se monte pas. Les gens pensent qu'on n'a pas la compétence sur le continent africain, mais on a la compétence sur le continent africain. Il suffit juste qu'il y ait une volonté et qu'on ne soit pas toujours dans les jours du néocolonialisme où on va dire, OK, on minimise l'expertise africaine, on va forcément aller chercher la main-d'œuvre du côté de l'extérieur. Non, il faudrait qu'on donne la possibilité, la chance aux personnes qui sont sur le pays de pouvoir s'exprimer. Donc, on m'a aussi posé la question de savoir s'il faut une blockchain africaine. Pour moi, une blockchain africaine ne ferait pas de sens parce qu'une blockchain n'a pas en réalité d'appartenance. La blockchain du Bitcoin n'appartient pas à un pays. Tout le monde peut se l'approprier. Quand les gouvernements ne mettent pas sur pied des mécanismes pour pouvoir miner et détenir une certaine puissance là-dessus, ce n'est pas les États-Unis qui les excluent de le faire. C'est pas quand le Salvador le fait, le Salvador aujourd'hui devient un acteur majeur dans, en fait, dans le processus de création mais de minage du Bitcoin, comme tout autre pays peut effectivement être acteur. Donc, si on crée une blockchain pour les Africains, ben, je me dis, premièrement, ça restreint un gros nombre de capitales ou bien de transactions qui peuvent être Bien faites sûr. par des personnes qui sont à l'extérieur là-bas, parce que l'Africain, ce n'est pas forcément celui qui est sur le continent. Il y a les Africains un peu de partout, et donc rien n'empêche aujourd'hui à quelqu'un ou bien à un gouvernement de s'approprier n'importe quelle blockchain qui existe aujourd'hui. Il n'y a aucun mécanisme qui interdit, par exemple, quelqu'un qui détient les Ethereum de devenir un validateur. Quand on va créer la blockchain africaine, on va interdire les validateurs. Comment est-ce qu'on va faire pour exclure un Américain de devenir un validateur, par exemple? Si on va Tout à sur... fait, mais ça n'a pas de sens. Donc, pour moi, ça ne fait pas forcément sens. Ça ne fait pas forcément sens. C'est vrai on veut créer les solutions africaines, mais la solution africaine, c'est pas forcément une blockchain africaine. La solution africaine, c'est une solution qui utilise la technologie et qui propose des services qui vont résoudre les problèmes des Africains. Et les problèmes des Africains, c'est entre autres ce que j'ai évoqué tantôt et bien d'autres qui peuvent encore être plus contextualisés que ce que j'ai effectivement évoqué.
En effet, ça sert à rien de réinventer la roue. C'est comme vouloir inventer une blockchain africaine, c'est comme vouloir inventer l'internet africain. Ça n'a pas de sens. En fait, c'est la Yeah, blockchain justement et exactement. en tout cas les transactions sur blockchain, si c'est de ça qu'on parle, en fait, apportent une efficacité justement parce que c'est mondial par défaut. Donc, quand tu prends les stablecoins, bah, s'échanger des stablecoins, ça marche bien parce que les stablecoins tournent sur Ethereum ou sur Tron, qui sont des blockchains qui sont repartis à travers le monde. Donc, quelqu'un peut avoir son wallet en Chine et directement retirer ses USDC. Idem pour Bitcoin, qui est l'une des blockchains en fait les plus décentralisées. Donc, quand Trump dit qu'il va faire du Bitcoin la blockchain américaine, bon, c'est un discours qui montre qu'il n'a peut-être pas une bonne maîtrise du sujet ou alors il a d'autres connaissances qu'on n'a pas nous. Mais en tout cas, c'est difficile de transformer la blockchain Bitcoin en blockchain américaine, par exemple, parce qu'il y a des mineurs de Bitcoin qui sont dans d'autres endroits que les États-Unis. Oui, Euh, pour moi, ce qui ferait sens, par exemple, c'est de créer un stablecoin africain qui sera convertible avec toutes les monnaies africaines et que ce stablecoin soit contrôlé par les entreprises africaines. Donc, comme le USDT aujourd'hui est contrôlé par les entreprises américaines, euh, créer un stablecoin africain contrôlé par les entreprises africaines et qui permet de garantir la convertibilité avec d'autres monnaies africaines, pour moi, ce serait un plus par rapport à créer. Pour moi, ce projet est bien plus intéressant que créer une blockchain africaine. Mais bon, qui va créer cette crypto-monnaie? Ça sera garanti et, par et puis, ainsi bah de oui, et puis il y a suite. beaucoup de, en Déjà, fait, comme le, il ne parle comme pas d'une voix. En fait, comme tu l'expliquais tout à l'heure, en fait, le continent, quand on dit l'Afrique, faut savoir que bah, c'est 54 pays, c'est presque 2000 cultures différentes. C'est Exactement. des gens, voilà, c'est ça. En fait, c'est pas. Moi, à chaque fois, ça mérite les poils en fait quand j'entends quelqu'un dire l'Afrique, l'Afrique. Sous-entendu, l'Afrique c'est un gros bloc, mais non, c'est un bloc qui est hyper fragmenté. Tu prends les gens en Afrique du Nord en descendant en Afrique subsaharienne, on n'a pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes problématiques, les populations sont différentes. Donc, Oui. c'est sûr que dans ce game, c'est chacun pour soi. Après, moi, je suis pas forcément fan, en fait, d'avoir un stablecoin africain parce que, enfin, là, j'extrapole, mais si je prends la zone CFA, je me dis, le franc CFA en lui-même, il a un problème, donc ça sert à rien de l'emballer, en fait, sur une blockchain. Mais ce qu'il faut faire, c'est le virer, en fait, tout simplement parce que il a des mécanismes qui sont beaucoup trop anciens, qui sont néocoloniaux, si on peut dire ainsi. Donc, c'est structurellement, en fait, cette monnaie qui est problématique. C'est pas en la digitalisant que ça va régler quoi que ce soit. Donc, dans cette zone-là, les gens ont plus intérêt à utiliser le dollar pour commercer que d'utiliser le franc CFA, quoi, par exemple. Je vais te prendre une petite anecdote. Je causais l'autre jour avec un ami qui est du côté du Rwanda et en fait, on était en train de faire un petit pari et il a dit dans les blagues, parce qu'il ne voulait pas peut-être me payer. Bon, ce n'était pas forcément un pari, mais c'était bon. Supposons qu'il faut, peut-être, on fait une blague et on dit, OK, je vais te donner peut-être 1000. Tu vas d'une monnaie qui est en réalité insignifiante. En fait, pour dire que c'est 1000 qui ne représentent rien. Rien du Donc, tout, ouais. et tu te souviens bien, à une époque, chez nous, au Cameroun, par exemple, quand on voulait te dire qu'on te donne 1000 qui ne représentent rien, on va te dire 1000 naira. Et donc, 1000 naira ne représentait pas grand-chose. C'était en réalité pour insulter. Donc, quand quelqu'un te dit 1000 naira, OK, c'est comme pour dire rien. Donc, et lui, il a dit, je vais te donner 1000 dollars zimbabwéens. Ouais, Donc, 1000 dollars zimbabwéens. Et donc, lui, dans sa tête, c'était que, comme on a vu des images du dollar zimbabwéen à un moment donné sur Internet, ouais. qui se baladait partout, partout, partout. Donc, il pensait qu'on est resté à cette époque figée là. Or, ce qu'il a oublié, ou bien ce qu'il ne savait pas, par exemple, c'est que le dollar zimbabwéen est devenu beaucoup plus stable et beaucoup plus fort que le naira.
Donc, 1000 dollars zimbabwéens, ça vaut 1,5 euros, alors que 1000 naira vaut 0,5 euros. Donc, 1000 naira qui, à ce moment donné, la valait bien plus que 1000 dollars zimbabwéens, aujourd'hui, Ouais. ça ne vaut pas grand-chose parce que le naira s'est déprécié de quasiment 60% en l'espace de moins de 2 ans. Donc, on comprend maintenant pourquoi le Nigeria investit beaucoup dans les crypto-monnaies. C'est le premier pays, c'est l'un des premiers pays, en fait, c'est le premier pays en Afrique en transaction crypto-monnaie. Voilà la raison, parce que le Naira s'est déprécié de près de 60% en l'espace de moins de 2 ans. Tout à fait. Bah, c'est ce qu'il mettait dans le rapport de Chain Analysis, en fait, qui indiquait que le Nigeria, euh, en tout cas, l'utilisation des stablecoins là-bas a bien progressé. Bah, c'est Oui, normal, en fait, avec une monnaie qui se oui, déprécie, oui, on comprend c'est qu'on n'a normal. pas besoin de leur expliquer, en fait, à quoi ça sert les crypto-monnaies, à quoi ça sert Bitcoin ou les stablecoins. Eux, ils ont compris Exactement. directement sans trop d'explications. Ouais. Chacun cherche à garder son patrimoine. Tu ne veux pas être dans un pays où ce que tu as acquis perd 60% Non, ça, c'est quand même fou. C'est fou, ça. C'est clair. Bah, en fait, c'est ce qui fait que en Afrique francophone, parce que la francophonie africaine, elle est dominée en fait par les pays de la zone CFA. Donc, je Oui, pense que c'est peut-être pour ça que l'adoption, on va dire, elle est moins poussée dans la zone CFA, dans cette zone, parce que le franc oui. CFA donne une illusion de stabilité. De Donc, les gens, stabilité, voilà, exactement. c'est ça. Les gens, ils ont l'impression qu'ils ont une monnaie qui est stable, alors que bon, il y a quand même une dévaluation en 94 et que on va dire le franc CFA suit la chute de l'euro. Elle est lente, mais elle existe. Donc c'est moins perspective que sur une monnaie comme le dollar zimbabwéen ou le naira, mais c'est une monnaie qui structurellement est en train de perdre sa valeur comme les autres monnaies fiat en fait. Donc Exactement, exactement. Et euh, j'étais dans une conversation hier avec quelqu'un et je lui demandais, mais pourquoi est-ce que il faudrait conserver un actif pour conserver de la valeur? Pourquoi est-ce que je suis obligé de conserver un actif si je veux conserver de la valeur? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être dans une ère où conserver l'argent permet de conserver sa valeur? Point d'interrogation. Et donc, c'est un gros débat parce que à l'époque, avec les banques, il fallait la stabilité, la transférabilité. Ça, c'est la propriété de la monnaie et qu'on essaye toujours de dire, OK, le Bitcoin n'est pas une monnaie. On essaye de dire, OK, ce n'est la premier critère, c'est que ce n'est pas stable. D'abord, première chose. Mais pourquoi est-ce qu'il faut forcément qu'une monnaie soit stable, vu que l'économie n'est pas stable? Pourquoi l'économie doit être instable et la monnaie doit être stable? Pourquoi? Pour moi, la monnaie devrait effectivement être en adéquation avec l'économie. Si on a une fluctuation, la monnaie doit également fluctuer. Donc, ça fait qu'en conservant ma monnaie, je conserve mon pouvoir d'achat. Parce que pour moi, c'est la raison pour laquelle on a exclu beaucoup de personnes du système financier. Vu que tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter peut-être une once d'or pour conserver son argent. Une personne n'a pas forcément la possibilité d'acheter une maison pour conserver son argent, un terrain pour conserver son argent. Mais une personne a la possibilité de conserver juste l'argent qu'il a déjà, conserver l'argent qu'il a déjà, et il peut conserver effectivement son pouvoir d'achat. Et c'est ce que le Bitcoin est en train d'apporter. Parce que moi, quand on me dit le prix du Bitcoin sort d'où, je me dis, moi, je réponds tout simple à ça. La valeur du Bitcoin, le reflet de la valeur du Bitcoin est tout simplement le reflet de l'état de l'économie actuelle. Donc, plus on a une économie qui est en mauvais état, plus on a cette valeur-là qui va se transférer de la mauvaise économie vers la valeur du Bitcoin. Parce que si on avait une économie qui était en bon état, stable et tout, je ne pense pas qu'on aurait le Bitcoin qui aurait pris cette valeur. Donc, le prix et la valeur du Bitcoin est tout simplement le reflet de l'instabilité de l'économie mondiale. Aussi simple que ça.
Ça, effectivement, je partage ton analyse, c'est que la monnaie est censée être ce qui représente le fait de conserver bah, la valeur du travail. Donc, je travaille, on Exactement. me donne de la monnaie, donc ça cristallise en fait l'énergie que j'ai dépensée pour que je puisse Exactement. l'échanger contre des biens et services dans le temps et dans l'espace. Mais on se rend compte que la monnaie ne remplit plus du tout ce rôle Exactement. et que bah, si tu laisses ton argent sur ton compte bancaire, eh bien, le chiffre affiché est toujours le même, mais tu perds en pouvoir d'achat, donc tu perds de l'énergie que tu avais déjà dépensée. Donc, bah, les gens sont obligés Exactement. d'acheter des actifs et la monnaie ne joue plus son rôle. C'est devenu juste des papiers, en fait, de la monnaie de singe, en fait, en gros. Donc, c'est normal que les Exactement. gens aillent Tout à fait. chercher des actifs ailleurs ou des monnaies, on va dire, plus solides comme l'or ou le bitcoin, ou comme peuvent l'être d'autres certaines crypto-monnaies, quoi. C'est clair. Bon, on a dépassé le temps. On a vraiment dépassé le temps. C'était tellement intéressant, mon cher Elvis. Donc, tu seras obligé de revenir quand tu auras fini de développer ton outil d'analyse de smart contract. Tu seras obligé de revenir faire une démo. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview de qualité. Tu as partagé beaucoup de valeurs. Donc, dis-nous, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut suivre ton actualité, tes travaux, tes interventions? Merci beaucoup à toi. C'était un immense plaisir, hein, un immense plaisir d'être là, d'échanger. J'ai pas souvent eu la chance d'être dans les plateaux, dans les podcasts comme celui-ci. Et ça me plairait de temps en temps avoir la possibilité de m'exprimer comme tu m'en as donné. Donc, c'est moi qui te remercie. Ça me manquait même énormément parce que ça fait un bout de temps. Je n'ai pas fait de vidéos sur ma chaîne, je n'ai pas fait de contenu parce que je suis très occupé avec la faim. Et donc, quand tu me donnes la parole comme ça me fait encore plaisir de replonger un peu dans cet écosystème. Donc, c'est moi qui te remercie, en fait. Bah, super, je suis contente de t'avoir apporté ça. Merci à toi et bonne suite. Ouais, bah tu m'as pas dit où est-ce qu'on peut te suivre. On peut te suivre sur YouTube, LinkedIn. C'est sur quel réseau que tu communiques le plus? C'est pour ceux qui veulent suivre ton Je travail. suis, je suis côté académique, je publie beaucoup plus sur LinkedIn, mais si c'est accompagnement, crypto, conseil, c'est beaucoup plus sur Facebook. Si vous recherchez simplement Elvis Conjo, vous allez me trouver sur Facebook. Sur YouTube, j'ai mis un peu en pause cette année parce que ça me prenait beaucoup de temps de faire des vidéos et avec les travaux que j'ai, je ne pouvais pas me focaliser là-dessus. Mais je compte reprendre après que j'aurai fini ma thèse en janvier pour continuer à apporter le contenu, pour éduquer les personnes dans cette quête de connaissances de l'écosystème crypto-monnaie qui est tellement varié, dense et qui change chaque jour. Il y a de C'est nouvelles clair. choses chaque temps. Et je te rassure que je te jure que je suis un peu perdu. Quand j'arrive là aujourd'hui, je vois tellement de crypto-monnaies au top. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, c'est bien d'être dans un écosystème qui est dynamique comme celui-là et je vais être tellement reconnaissant de cet écosystème parce que ça m'a appris beaucoup de choses que je sais aujourd'hui sur la finance, sur l'économie, sur la politique, parce que la crypto-monnaie, c'est un peu de tout ça, en fait. Tu ne peux pas réellement parler de crypto-monnaie sans parler de finance, sans parler de politique. Et donc, je suis tellement reconnaissant d'être dans cet écosystème parce que ça crée beaucoup de valeur ajoutée au niveau de ma connaissance personnelle. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Je partage totalement ce que tu viens de dire. En tout cas, merci beaucoup Elvis et puis à la prochaine. Merci à toi, Elodie, et à la prochaine. Et bonne suite et bon courage à toi pour le travail que tu as bas. C'est à saluer et c'est à féliciter. Merci beaucoup.